Bonjour Manon. Bonjour Paul. Alors, je te vois régulièrement un peu popper sur mes fils d'actualité, dans mes mails, sans être abonné à toi, mais via des trucs que tu fais en commun avec des gens que je suis. Et Hmm. au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je lui parle. Et c'est comme ça que j'ai décidé de commencer cet échange. Et en plus, j'ai vu, je te l'avais dit dans mon petit mail de démarchage où j'étais tombé sur le podcast de Alice Faure, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Inspiré, Ouais. Oui. et que je trouvais très beau visuellement. Et en fait, c'était toi qui Mhm. l'avais fait l'identité Ouais, visuelle. Et tout j'avais à vu fait. ça avant de te démarcher, entre guillemets. Et je me suis dit, oh, il Oui. faut vraiment que je lui parle. Du coup, merci d'avoir accepté. Et avant de commencer, qu'on aille un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il y en a Mhm. qui n'ont pas eu la chance de te voir popper comme moi? Alors, je suis la fille qui pop. Je m'appelle je m'appelle Manon Verbeek. Je me présente comme designer, maman de deux enfants et nerd. C'est-à-dire que je suis la designer dont les potes disent qu'elle est geek, clairement. J'ai une grosse appétence pour les automatisations, pour le code, pour plein de trucs que en général les designers repoussent un peu. Pour les chiffres, j'adore les chiffres. Euh, Tu sais, genre je suis la fille qui aime bien faire des tableaux de prévisionnels, ça me satisfait au... Ça me détend. Mais voilà, ça me détend, on est d'accord, c'est un truc comme ça me détend. Ouais. Donc, voilà, donc designer graphique, spécialiste des identités des indépendants et des solopreneurs, c'est-à-dire que j'ai cette capacité, je connais hyper bien notre milieu, cette capacité à développer en 2 jours des identités, donc notre milieu et notre besoin de vélocité, et nerd. Voilà. Trop bien. Ça te va? Et ça me va, nickel. J'ai une belle photo Attends, de aujourd'hui. je suis Ouais. maman de deux enfants, 5 poules, alors c'est pas mes enfants, mais 5 poules, et j'ai élevé 3 chatons là, donc il y en a un qui est avec nous, peut-être qu'il va venir faire ronron, Ouais. et un grand chat. Ça fait tout ça dans la maison. Trop bien. Mais tu habites où pour avoir 5 poules aussi? Eh ben écoute, j'habite en Enfin, ville. c'est une maison, t'habites en ville? J'habite en ville, dans la ville de Darmanin exactement. Ouais, c'est nul comme référence. On fait avec ce qu'on a, hein? En fait, j'ai un jardin de 50 mètres carrés. Et ma foi, c'est Pas mal. assez pour 5 poules de taille moyenne. C'est-à-dire que j'ai des petites poules. Instant culture, j'ai Ok. des poules qui s'appellent des sable pots. Donc, c'est des petites poules toutes mignonnes qui font des tout petits œufs tout mignons quand elles ont envie. Oh, Voilà. trop bien. Bah, mes parents ont des poules aussi. Et tu es dans la ville de Darmanin, mais je pense que j'ai fait mieux que toi. Je me suis marié dans la même mairie que Jean-Marie Le Pen. Oh, attends. Est-ce que Darmanin, il t'a fait la bise pour te remettre une médaille? Parce que moi, Darmanin, il m'a fait la bise pour me remettre une médaille. Ça m'a brûlé la joue, littéralement. Non, J'ai dû j'ai lui pas eu faire la cet bise. honneur. Il m'a tiré vers lui, j'ai dû lui faire la bise. Enfin bref. Oh mon Dieu. Ouais. Oh là là. Le bonheur. Ah, on a des chances, des fois dans la vie, de rencontrer des gens C'est incroyables. ça. Par leurs Sur les faits. pas des grands hommes. Pardon. Oui. Très Et fière. du coup, comment tu es arrivé à tout ça aujourd'hui? Quel est ton chemin qui t'a emmené dans l'entrepreneuriat? C'est une grande Je question. sais pas si c'est un truc que tu fais depuis le... Comment t'es tombé dans la marmite de l'entrepreneuriat en fait? La réponse la moins glamour du monde, j'ai cherché du taf pendant 9 mois en pensant que j'avais une valeur immense sur le marché du travail. Et au bout de Ouais. 9 mois, j'ai fini par me dire, en fait, fuck it. Euh, je vais juste légitimer ce que je suis en train de faire. Et en fait, il y a un matin où je me suis réveillée en me disant, mais attends, Manon, t'as des clients, tu vends des projets, euh, parce que j'avais ouvert une micro, quoi. Ouais. Peut-être que en fait, il serait temps d'arrêter de te cacher derrière le truc de oui, j'ai envie d'être indépendante, mais bon, pas tout de suite. D'abord, je vais aller en agence, non, non, non. Cette fameuse croyance qu'il faut d'abord passer par le salariat avant de se lancer en freelance. Et donc, en fait, je me suis Mm. réveillée un matin en me disant en fait, Manon, t'es indépendante, c'est bon, ça y est. Et j'ai acté ça, et puis j'ai choisi de prendre le truc en main, quoi. Je me suis lancée. Wow. Et c'était en quelle année ça? Tu poses des questions qui fâchent, Paul. C'était en 2013. Ah, ok.
Ouais, du coup, je suis Ok, ok. indépendante Et depuis pourquoi ça 2013. fâche? Bon, je sais pas, parce que tu sais, genre, on est un peu vieux et tout. Comment ça, t'es un peu vieux? Mais non, mais non. Ça fait. J'ai fêté, tu vois, mes 10 ans d'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça. J'ai fêté mes 10 ans d'entrepreneuriat. Et de toute ma vie, j'ai été en gros 1 an salarié, Ok, dont 6 mois en stage étudiant, enfin, tu sais, un truc pas dans des agences de design, quoi. J'étais libraire dans une librairie de musique. C'était trop bien. Et 6 mois dans une agence de design, juste à la sortie de mon premier congé maternité. Pardon. d'accord. Parce que voilà, j'avais ce petit besoin de rebond, c'était aussi la sortie du Covid et j'avais plus de taf. Et j'avais plus le jus, Ok. la stamina pour relancer mon truc. Donc, t'as fait 6-7 ans à ton compte, freelance, Mhm. Covid, et t'es reparti là sur un job salarié, et après que tu as certainement requitté pour arriver à aujourd'hui, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, j'ai remplacé un pote. Il y a un pote qui m'a dit je pars en congé paternité, mais c'est hyper stressant parce qu'en fait, on était justement en train d'essayer de recruter quelqu'un, donc qu'on n'a pas Ouais. réussi. Donc moi plus cette personne, ça fait vraiment un gros trou dans l'agence et mon chat est en train de manger mes écouteurs. Et je dis bah en fait, ton taf, non, boule, excusez-nous. Ton taf, Oh, moi je oh. peux le prendre. Et donc en fait, j'ai pris son taf pendant 3 mois et on a reconduit la mission encore 3 mois après. Et pendant que je faisais ça à mi-temps, parce que j'ai demandé à Mhm. négocier un mi-temps, là, la Ouais. meuf, tu sais, euh, j'étais à mi-temps et à mi-télétravail. Enfin, vraiment, c'était genre. J'avais Il trop te de voyait pas conditions, trop. quoi. Ouais, non, j'avais pas trop. Enfin, tu sais, genre. J'étais indépendante toute ma vie. J'étais pas hyper à l'aise dans ce climat d'agence, même si c'était incroyablement bienveillant comme espace. Et donc, aussi vite que possible, je suis repartie. J'ai juste, pendant ces 6 mois, construit ma notoriété Ok. sur LinkedIn. Et c'est à partir de ce moment-là que tu as pu me voir popper, quoi. Parce qu'avant, je communiquais pas trop. Probablement. Alors, je suis Mhm. beaucoup moins sur LinkedIn, mais c'est peut-être là que tu m'as été imprimé les premières fois, quoi. Tout à fait. Et justement, j'aurai quelques questions sur LinkedIn dans un second temps. Mais comment, enfin quoi qu'on peut y aller direct, comment tu as démarré sur LinkedIn? Enfin, pourquoi LinkedIn à ce moment-là? Et comment Euh, Ça s'est fait tout seul ou il y a un moment tu t'es dit, tiens, ça c'est un bon truc, je veux y aller? C'était pas très stratégiquement pensé. Euh, donc, j'étais en agence. J'avais un mi-temps. Je savais que je devais développer une acquisition. Et moi, Instagram, ça a toujours été pas mon média, tu vois. En fait, je suis Ouais. designer et donc sur Instagram, on nous attend vachement au tournant en termes de qualité de rendu. C'est-à-dire que tu es Hmm. designer sur Instagram, on s'attend à ce que tu aies des beaux visuels. Et donc, ça colle pas avec mon besoin de perfection un peu maladive qui fait que j'aimais vraiment pas publier là-bas. J'ai vu LinkedIn arriver dans sa nouvelle version, tu vois. J'ai vu à l'aube du coup, on était en 2021. On était en 2021. J'ai vu le nouveau LinkedIn arriver, j'ai vu qu'il commençait à se passer des trucs intéressants. Et je me suis lancé un challenge, publié tous les jours pendant 30 jours. Ok. Et voilà, je me suis amusée. En fait, je trouvais ça hyper intéressant de vulgariser. Vulgariser mon métier, donner des tips. Et quand je te dis que j'avais pas de stratégie, ma seule stratégie, c'était créer du lien, être généreuse, transmettre. Je faisais beaucoup de live, je m'amusais beaucoup, Ouais. j'inventais des nouveaux formats tous les mois. J'ai créé des concours, des Waouh! machins, des collaborations. Enfin, vraiment, c'était la belle époque de je crée n'importe quoi et je vois si ça prend, quoi. Et j'y passais énormément de temps, mais tu vois, sans objectif d'acquisition ou de transformation. En fait, le salaire que Ok. j'avais en mi-temps avec cette agence correspondait à mon salaire, mon revenu d'indépendante avant. Donc, clairement, j'étais pas en pression financière. J'avais tout ce Ouais. temps pour créer, tester, imaginer des choses. Tu veux faire de la SMR, le chat? Trop bien. Oh. Excusez-nous. Le collègue chaton qui Il y a un fait chat qui n'importe quoi. passe. Il veut participer lui aussi. Oui, il est reparti faire dodo dans sa petite boîte. Oh. Et
Aujourd'hui, c'est ton canal d'acquisition principal, LinkedIn? Ouais. Actuellement, c'est mon canal d'acquisition principal. C'est pas mon canal de transformation. Par contre, c'est mon canal d'acquisition, Oui. c'est certain. J'essaie d'en sortir et c'est pour ça que j'ai lancé mon podcast. Pour avoir un deuxième canal qui soit un peu plus organique, un peu plus cumulatif. En fait, tu vois, LinkedIn fait partie de ces médias où le temps long n'existe pas, encore que c'est en train de changer pile en ce moment. On a vraiment une révolution de l'algo de LinkedIn en ce moment où on nous propose des posts qui peuvent avoir jusqu'à 2-3 semaines. Tant qu'il y a de l'engagement, le post continue de vivre. Ok. Pas le cas avant. Et d'ailleurs, ils ont aussi un meilleur référencement SEO, c'est-à-dire que j'ai de plus en plus souvent des alertes SEO sur des posts LinkedIn à moi où il y a mon nom qui apparaît du coup, ce que j'avais pas avant. Ok. Donc, LinkedIn étant un média où en fait tu produis tous les jours pour alimenter la machine, un peu comme Instagram, tu cumules pas beaucoup, enfin t'as pas beaucoup d'intérêt cumulé sur tes posts. Vite ils disparaissent. Mhm. Là où le podcast, quelqu'un qui arrive sur ton podcast, il va écouter un épisode, 2 épisodes, et en fait vraiment il va venir consommer l'ensemble du contenu potentiellement. Oui. Là où j'ai jamais vu personne fouiller un fil LinkedIn ou Instagram pour consommer le contenu de quelqu'un, tu vois. En vrai, personne fait ça. C'est vrai. Donc cette année, ça a été mon angle. À la fois développer mon blog, tout doucement, tranquillement, parce que c'est vraiment pas mon délire, et mon podcast, où là je m'amuse beaucoup plus. Ok, bah trop bien. Je suis tombé du coup sur ton blog aussi, que je trouve très beau. Mais après la partie beau, c'est déjà subjectif, mais on sent qu'il y a eu beaucoup de travail de visuel. Qu'est-ce qui pour toi compose une identité visuelle? Tu vois, j'ai jamais embauché quelqu'un comme toi, moi. Donc je suis vraiment naïf de tout ça. Vois mes questions comme un enfant qui n'a pas compris, plutôt. Alors, pour parler à ton audience, a priori, j'ai envie de dire déjà l'identité visuelle, ce n'est pas un logo. On va commencer par ça. L'identité visuelle, c'est l'ensemble des éléments qui vont venir constituer de votre identité. Et donc, le logo n'en est qu'une facette, mais vraiment genre une petite facette. C'est comme si dire que votre prénom correspond à votre identité. Alors, il y a des gens qui le croient d'ailleurs, ils pensent qu'il se passe plein de choses en allant lire les analyses des prénoms. Mais pour le coup, votre logo, c'est vraiment genre la partie émergée de l'iceberg. Du coup, quand moi je parle avec des indépendants, des solos et tout ça, des petites agences, l'idée c'est surtout d'arriver à identifier et à être identifiable avec des éléments marquants. Donc finalement, une identité visuelle, c'est quoi? Ça peut être composé de plein de choses, comme dans une recette de cuisine, et on n'est pas obligé de tout mettre tout le temps, mais souvent, on va retrouver des palettes de couleurs, des choix colorimétriques avec différents ratios de quantité, un certain style de police, des polices qui vont être choisies en fonction de la sensation, l'émotion qu'on veut faire passer, le message qu'on veut faire passer. Des styles d'images, ça c'est pas mal vu aussi notamment par les réseaux sociaux, parce que du coup, dès lors que tu communiques avec beaucoup d'images, c'est intéressant d'avoir un style d'image qui est appuyé. Ok. Et ma foi, c'est déjà pas mal. J'ai l'impression que j'oublie des trucs. C'est déjà pas mal, hein. On peut rajouter le logo. En fait, quand je dis style d'image, c'est tous les éléments iconographiques. Rien que de dire, moi, dans mon identité visuelle, je ne vais utiliser, je pense à Inspire, j'ai oublié maintenant. Le podcast de Alice. Inspirer, tu vois, elle nous a dit, moi j'ai envie de travailler sur les hauteurs, les grandeurs et tout. Donc la montagne. Mais ce symbole de la montagne, dans le coaching, la performance, c'est quelque chose qui est vu et revu. On l'a déjà vu plein de fois. Donc on s'est dit comment nous on peut réinventer ça. Et on lui a défini tout un système graphique avec des blocs de montagne qui peuvent être assemblés. Et tous ces blocs de montagne sont très colorés dans sa palette colorimétrique. Si bien que finalement on ne voit plus une montagne, mais un paysage un peu onirique. Et ça vient constituer son identité. C'est-à-dire que demain, elle fait un autre visuel avec des montagnes et d'autres choses, et on voit que c'est elle directement. Du coup, une identité visuelle, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments assemblés qui va venir vous rendre identifiable graphiquement et visuellement. C'était long comme réponse. C'était
Je dirais pas long, c'était hyper complet en tout cas. Et si... Passionné. Ah bah, ça se sent, ça, j'adore. Quand un client vient te voir, comment ça se passe, le processus? Tu disais que ça se passait en 2 jours déjà. Je trouve ça... Ouais. Je m'attendais à ce que tu me dises plus. Peut-être ça se fait plus à la concurrence, c'est un moyen de te différencier. Oui. Comment ça se passe avec toi en tout cas? Avec moi, j'ai encapsulé en 2 jours une méthode que j'ai nommée Reine Claude. C'est ma méthode. Disons que dans ces 2 jours, c'est 2 jours intenses de sprint et de production. Comment ça se passe? La première chose, c'est que le client va nous écrire un brief. Ce brief, c'est répondre à un ensemble de questions qui vont lui permettre de clarifier et nous faire entendre son positionnement dans le marché, dans l'écosystème, ce qu'il a envie de dire, les valeurs qu'il porte, contre quoi il se bat, c'est quoi ses alliances. Tu vois, venir vraiment mapper pour que nous, on comprenne qui il est dans son écosystème. Est-ce que c'est un coach ou est-ce que c'est comme un autre, ou est-ce qu'il a vraiment... C'est quoi cette différence? Qu'est-ce qui fait qu'il est différent? Est-ce que c'est juste une boîte qui fait des céréales ou est-ce qu'elles font des céréales avec une conviction forte sur un truc précis? En fonction de tous ces éléments, ça nous permet d'identifier à quel point est-ce que nous, on doit accompagner cette personne dans le fait de se différencier de son écosystème ou de venir renforcer sa présence dans l'écosystème. À quel point il veut être un outsider, tu sais, dans son message visuel. Et puis des fois, même ils ont un avis vous avez des avis sur la question à quel point vous voulez être reconnu comme tel quelque chose ou vous vous différenciez de ce quelque chose. Et puis, nous ensuite, donc ça c'est rempli en amont, nous on étudie ça, Oui. On va faire une analyse de l'écosystème graphiquement, on va aller voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des codes colorés? Est-ce qu'il y a des styles graphiques qui sont prédominants? Et à quel point on veut rentrer ou non dans ces styles? Et le matin de la première journée, on va travailler pendant 2 heures. Donc on rediscute avec le client, évidemment. Et puis ensuite, on travaille pendant 2 heures en autonomie. Pendant ces 2 heures, on va construire entre 2 et 3 pistes graphiques qu'on va présenter ensuite à midi. Quand tu me dis ça prend beaucoup plus de temps, bah oui, en fait, c'est parce que usuellement, c'est 2 à 3 pistes graphiques que proposent la plupart des designers graphiques. Ça prend plusieurs semaines de réflexion. Oui. Si nous, on peut le faire en 2 heures, c'est parce qu'on se concentre sur une type de clientèle, ce qui fait qu'on connaît par cœur ces problématiques, qu'on n'a pas besoin de faire des recherches approfondies parce qu'on connaît suffisamment les choses. On connaît déjà les écosystèmes, donc on n'a pas besoin d'aller tout revérifier dans le détail. Et parce qu'on est en accord avec le client sur le fait que ce qu'on livre à ce moment-là, il y a une forme de faire confiance. On livre quelque chose dans lequel il faut se projeter et pas quelque chose qui est quasiment prêt. Alors que souvent, quand les designers ils proposent leurs 2 pistes, tu vois déjà où tu vas, enfin, c'est déjà assez propre. Oui. Et dès lors qu'il y a un choix, on fait des allers-retours et tout dans le début d'après-midi, dès lors qu'il y a un choix, ensuite on décline. Et notre spécificité dans mon studio, je pense maintenant on est 2, c'est que on a 2 grandes spécificités. On n'utilise que les outils des clients. Donc on sort tous nos designs pour qu'ils soient utilisables et pertinents à utiliser dans Canva, dans PowerPoint, dans System.io, dans WordPress, dans, je sais pas, tu me dis Tela, tu me dis, enfin bref. Vraiment, le client nous dit, moi je fais mes présentations commerciales dans PowerPoint, on fait du PowerPoint. Il nous dit, moi je fais mes présentations commerciales dans Gamma, nous on va voir dans Gamma ce qui se passe et on va voir comment on peut faire en sorte que l'identité fonctionne dans cet univers. Génial. Et la deuxième spécificité, c'est qu'on donne toutes nos sources. On ne garde rien parce qu'on a la vraie croyance qu'en fait, nos clients, qui sont des indépendants, ont plus besoin de cette vélocité, de cette capacité à rebondir avec leurs propres outils qu'être emprisonnés derrière des droits d'auteur et des non, t'as pas fiché source, il faut racheter, non. Donc on leur donne tout pour que s'ils veulent demain recommencer quelque chose, bouger un peu leur offre, changer un peu leur logo parce que telle ou telle raison qui leur appartient, ils en ont le droit. Voilà. Ok. Quand tu dis que tu donnes les sources, très précis. Quand tu dis que tu donnes les sources, c'est que tu donnes au client un fichier modifiable qui peut lui retransformer, c'est ça? Alors, non seulement on donne un fichier modifiable, mais on donne tous les fichiers de recherche.
C'est vraiment, vraiment, Ok. vraiment pas courant dans mon secteur. C'est-à-dire que, tu vois, tu m'achètes une identité visuelle. Dedans, il y aura un Oui. logo. La plupart du temps, tu vas avoir, ton graphiste va donner un EP, un fichier SVG, donc un logo, mais la dernière version du logo dans un fichier éditable. Parce qu'on en a besoin pour travailler au quotidien. Moi, ce que je vais te donner, c'est carrément le fichier recherche. C'est-à-dire que dedans, il y aura toutes les versions du logo. C'est pour que demain, si tu veux changer, bouger un truc, tu puisses le faire. Avec un autre graphisto avec moi. Quand je dis qu'on te donne tous les fichiers sources, c'est par exemple, quand tu achètes une identité visuelle, la plupart du temps, le fichier, enfin l'élément livrable qu'on te donne, c'est un document PDF dans lequel tu vas avoir toutes Oui. les règles d'usage de ton identité visuelle. Ça s'appelle la charte graphique. Cette charte graphique, on a décidé quasiment dès le début de ne pas en fournir. Par contre, on fournit autre chose qui s'appelle un hub graphique. En fait, c'est quoi ? C'est un document dans Canva directement, Mhm. parce que nos clients sont quasiment tous, 90% pour leurs documents dans Canva. Et dans ce document Canva qui est éditable par le client, c'est-à-dire qu'il peut venir ajouter des pages, modifier des choses s'il a besoin, il y a aussi tout un tas de liens qui renvoient à ces templates Canva que nous on lui a créés. Ok. Ce document devient du coup, tu vois, un peu comme genre le hub central de son identité visuelle, qu'il peut partager avec ses prestataires, avec son équipe, ce qui lui donne une énorme flexibilité et qui évite de l'emprisonner dans un document qui est tout beau, tout fini, mais qui sera plus à jour dans un mois ou deux quand il aura une nouvelle gamme d'images, il aura ajouté une offre, Oui. il aura refait un petit logo. Enfin, tous ces trucs-là sont pas ajoutés en fait quand tu as un document qui est fermé. Donc en fait, on a vraiment cette politique de donner au maximum la possibilité à notre client d'être acteur et de modifier son identité visuelle parce que c'est ce qui se passe dans la réalité. Mm. J'espère que je suis claire. Trop bien. T'es hyper clair et je Ok. trouve cette approche fantastique. C'est très open Donc. source, tu vois. C'est très, Ouais. enfin, tu vois, ce fonctionnement dans le dev en fait, qui finalement, où à un moment donné, tu donnes tout pour permettre à d'autres d'ajouter dessus. Tu vois, genre nous, on n'est jamais aussi fiers que quand notre document hub graphique se transforme en hub d'identité de marque et que un autre prestataire vient ajouter des pages dedans pour amplifier la plateforme de marque et que y a du vocabulaire, il y a des mots, il y a des phrases et que des pages sont ajoutées. Enfin, tu vois, que ça suit la vie finalement de l'identité et pas uniquement visuelle, quoi. Oui. Mais je trouve ça bien la logique que vous avez de tout donner. J'ai déjà vu, alors moi, j'ai jamais fait appel à une prestation de service de ce type-là parce que j'ai jamais eu vraiment l'argent. Parce que, et par contre, j'ai des amis à moi, je vois qui sont graphistes ou vidéastes ou différents métiers qui ont cette façon de toujours bloquer le client un peu. Tu vois, je te donne un fichier de telle façon, c'est comme si ils louaient leur création, tu vois, d'une certaine manière. Ouais. Moi, alors, je comprends leur logique derrière tout ça, mais j'ai tendance à me mettre dans la place du client et je me dis, ça me saoulerait quand même, tu vois, c'est moi qui l'ai acheté, mais je peux pas en faire grand-chose finalement. Tu sais, pour l'anecdote, ce mois-ci, j'ai reçu un mail d'une cliente d'il y a quasiment 8 ans, peut-être 9 même, Ouais. qui m'a dit « Manon, tu nous avais cédé les droits pour 10 ans. » Parce que c'est ce que je faisais à l'époque, comme tous les autres designers. Parce qu'en fait, on t'apprend à faire ça, on t'apprend à faire des sessions de droit où tu cèdes pour une durée, une étendue géographique et blablabla. Et donc, je leur avais cédé les droits d'exploitation et de modification de ce qu'on avait fait. Et ils me disaient, en fait, là, on aimerait faire un logo spécial 10 ans. Est-ce que c'est OK pour toi ? Tu nous as demandé de vérifier auprès de toi. Est-ce que tu nous recèdes les droits ? On doit te payer combien ? Et j'étais là, genre, oh là là. J'avais envie de dire à la Manon d'il y a 10 ans, genre, mais putain, mais lâche-les tes clients, tout va bien, tu vois. Est-ce que c'est vraiment ça qu'ils vont passer par toi après ou par un autre graphiste ? Est-ce que vraiment c'est parce que tu leur as mis des bâtons dans les roues et que tu leur as fait signer 12 sessions de droit ? Non. En fait, quand tu comprends finalement le droit français, t'es protégé. C'est-à-dire que techniquement, moi j'informe mes clients qu'ils n'ont pas le droit de modifier notre travail sans nous prévenir, parce qu'en fait c'est notre travail. Et qu'on a, en tant qu'auteur, il y a un droit de savoir ce que tu modifies de notre travail. Mais en vrai, c'est leur identité, tu vois. Ben oui. Donc,
À moins qu'ils fassent un truc vraiment dégoûtant et qu'ils mettent mon nom à côté, là on va pas être copains. C'est Manon qui a fait Sinon, ça. en vrai, franchement, fais ce que t'as envie de faire, tu vois. C'est ton identité, c'est toi qui l'utilises au quotidien, c'est toi qui l'as payé, c'est toi qui t'en sers. Est-ce que c'est pas devenu un peu bidon, tous ces droits de bouchon, là? Ça, moi je suis Mon avis, ton je vais avis, pas me du faire coup. que des copains. Je vais pas me faire que des copains. C'est pas grave, c'est pas grave. Et si quelqu'un souhaite jouer le rôle indépendant et préfère bidouiller dans un premier temps par lui ou elle, Ouais. mais en étant seul, qu'est-ce qu'il faudrait gérer pour avoir une identité visuelle qui soit OK, tu vois, qui fonctionne, sans pour autant après faire... Enfin, ils ont pas ton métier, tu vois, c'est un métier à part entière. Mhm. Quelqu'un qui bidouille, qu'est-ce qu'il fait? Ce qui est le plus dur, hein, en vrai, c'est de pas se perdre. Souvent, quand je travaille avec des gens qui ont travaillé eux-mêmes leur identité visuelle, c'est qu'ils ont tendance à se disperser et à multiplier les styles et les templates et à assembler des choses. Et au final, ça fait un peu Frankenstein. Moi, je dirais, qui peut le plus, peut le moins. Et en fait, tester des choses, oui, parce qu'il faut toujours. Et à un moment donné, vous trouvez un truc qui fonctionne et vous restez là-dessus. En gros, moins vous allez faire d'essais dans tous les sens et modifier des choses à chaque poste et à chaque élément de communication, moins vous avez de chances de faire des conneries. Donc, Ok. trouvez des trucs qui fonctionnent, des associations de couleurs, de typos, vous les mettez en action avant de les valider, surtout. Mettez-les en action avant de les valider, testez-les dans un vrai usage. Et quand vous voyez que vous avez un Ouais. truc qui tient la route, vous vous bloquez là-dessus un certain temps et vous restez là-dessus. Je vais sursauter mon chat. Vraiment, la pire erreur que je vois, c'est le Frankenstein, tu vois. C'est les gens qui Ouais. passent d'un template Canva à l'autre et qui, du coup, essaient de réappliquer des couleurs en oubliant que, une identité, c'est pas uniquement des couleurs, c'est aussi une manière de poser les choses sur la page, c'est aussi des éléments graphiques, c'est aussi des typos. Donc, essayez de rester le plus simple possible. Et je vous jure, moins il y en a sur les pages, plus c'est simple, plus ça a l'air premium et luxueux. Punaise. Pas mal. Et je confirme dans ce que je vois aussi. Enfin, c'est ton travail ou d'autres gens, mais pas besoin de faire des trucs trop... Pas qu'il y en ait partout, quoi. Je suis assez d'accord. Pas avoir J'ai peur remarqué en allant... des Ouais, blancs sur les pages. Excuse-moi. exactement. Ça crée de l'espace. Mhm. J'ai vu sur ton blog que tu utilisais... Enfin, il me semble que c'est l'intelligence artificielle. Pour notamment, en l'occurrence, que j'ai vu les... Comment on appelle ça? Les miniatures des articles. Comment est-ce que quelqu'un comme toi, enfin dans un métier graphique, comment est-ce qu'on appréhende l'arrivée de l'IA? J'ai l'impression que toi, tu l'utilises de manière comme un booster de créativité, d'une certaine manière, mais je peux me tromper. Ouais. Comment ça se passe? Alors, globalement, j'utilise l'IA à 2 moments dans mon activité. Dans la partie dans la partie gestion de projet, moi je m'en sers énormément. Ça m'aide à compiler des informations, ça m'aide à faire des recherches, ça m'aide à... Lâche ce câble, merci. Ça m'aide à creuser des sujets, ça m'aide à écrire plein de choses. Il y a tout un tas de contenus que j'aurais pas écrit si j'avais pas eu des premiers jets par l'IA. Clairement, le Ok. fait que j'arrive à faire un peu de semaine et tu viens de perdre mon micro. C'est bon, tu m'as récupéré. Ok. Donc, désolée pour le Ouais, moteur. ouais. Je disais actuellement, le fait que j'arrive par exemple à faire un podcast par semaine, c'est clairement aidé par l'IA parce qu'il y a une quantité de contenu sinon à produire qui est démesurée. De la même manière, sur les contenus à faible valeur ajoutée, par exemple les couvertures d'articles de blog, j'ai aucun scrupule à utiliser de l'IA. Pour moi, pour mes clients aussi, hein, c'est-à-dire que, je vais t'en parler juste après, mais j'estime qu'il y a des contenus, tu sais, on en parlait au démarrage, des contenus qui ont une durée de vie ou un impact qui est pas très fort, et c'est pas l'endroit où il faut mettre ton énergie. Moi, je vois pas l'intérêt de payer un illustrateur pour faire des couvertures d'articles de blog. Clairement, leur impact aura
sera bien mieux et meilleur ailleurs et il y aura plus de pertinence. Donc voilà, du coup, l'IA pour moi, c'est un assistant sur ces parties-là, sur les parties, ok, ceci n'a pas énormément de valeur à le faire moi-même, je vais plutôt demander de l'IA. La seule et ma plus grande vigilance quand je m'en sers, c'est de ne pas faire moins bien que ce que moi j'aurais fait et de ne pas retirer de la force aux identités visuelles. C'est-à-dire que quand je l'utilise pour mon identité visuelle, j'essaie de faire attention à ce que ça ne vienne pas en retirer de la force. Parce que ce serait le pire, en fait. Et ensuite, je m'en sers pour mes clients. Bah, tu sais, quand, par exemple, les visuels générés par ChatGPT, ça sent le ChatGPT à 1000 km. C'est-à-dire que l'identité est tellement commune, tellement identifiée comme ChatGPT, que ton identité se fond dedans, en fait. Ça sert même plus à rien. C'est plus toi qui communiques. Juste, tu dis, je participe à une trend. Comme quand tu fais un starter pack. Tu peux faire un starter pack, tu vois, à l'époque. Mais en fait, quand tu le fais, ça ne valorise plus ton identité, ça valorise ta participation à une trend. Ok. Donc, quand je travaille avec l'IA visuelle générative pour mes clients, comment je m'en sers ? En gros, donc mes clients sont des clients qui, à 99% du temps, ont besoin de communiquer sur les réseaux sociaux. Ils ont besoin de produire beaucoup de visuels, ils ont besoin d'être hyper mémorables. Inspiré, là, par exemple... Tu vois, on est allé chercher des banques d'images Unsplash et compagnie, donc des images libres de droit de montagne. Et à un moment donné, on est venu amplifier tout ça avec des images IA. Techniquement, à aucun moment donné, tu te dis que c'est de l'IA. C'est-à-dire que ce qu'on vient faire, c'est venir amplifier des outils qu'on avait déjà et s'en servir comme un autre outil de production d'images. Parce que le style graphique de base d'entrée est très fort, et parce qu'il y a de la post-prod derrière, ça ne crie pas IA. Ça vient juste compléter et voilà. Non, bah non. Comment tu peux différencier une montagne, enfin une photo d'une montagne du IA d'une photo d'une vraie montagne ? Finalement, après ce visuel, bon là les auditeurs l'ont pas devant eux, mais en fait il y a une duochromie, il y a une découpe, il y a un collage. À la fin, tu ne sais plus laquelle était une photo et laquelle était de l'IA. Et tout ce travail graphique, c'est nous qui le faisons, c'est pas l'IA en fait. L'IA est un bon assistant, c'est pas un très bon assistant graphique, on va dire. Je m'en sers aussi pour créer des choses que j'aurais pas pu créer. Par exemple, là, on a construit une identité visuelle pour une cliente qui, on lui a créé tout un tas de stickers. Des stickers qui ont une identité un peu rétro-vintage, tu sais, genre les années 60, les rings de boxe. Il y a une esthétique linogravure, une esthétique vieille revue des années, même 60, peut-être 50 même. Et clairement, en fait, on a créé un mélange de genres on n'aurait pas pu créer ça... On n'aurait pas pu trouver dans des banques d'images, on n'aurait pas pu le créer, parce qu'en fait, il nous faut un illustrateur qui va faire des petites linogravures. Enfin, t'imagines le taf ? On a créé des mini linogravures qu'on a transformées en stickers de petites femmes qui sont assises sur des logos LinkedIn, de machines à écrire à l'ancienne avec des gants de boxe. Toutes ces associations d'idées qui sont très très drôles et qui fonctionnent pour ma cliente. Des chaussures, des escarpins sur des billets de banque, un gant de boxe avec des petites ailes. Ce mélange de styles est possible parce qu'on a l'IA, sinon on ne l'aurait pas fait. Donc, il y a des choses qui me permettent d'avoir un peu plus de flexibilité, je pense, grâce à l'IA, qui me permet d'être plus créative. Ça, je l'aurais clairement pas fait si j'avais pas de l'IA avec moi. Et on essaie d'être, ceci dit, toujours frugal, c'est-à-dire qu'on va pas générer des milliards de visuels. On essaie de faire en sorte que ce qu'on produit dans l'IA ne doive pas être parfait pour pas qu'il y ait 1000 prompts à faire et 1000 régénérations, tu vois. On essaie de faire en sorte que la conception graphique et la force, elle se fasse en dehors. Elle se fasse après, dans Canva, on met des tutos à disposition de nos clients, on leur pré-crée des visuels et on fait en sorte que ça vienne se créer après, du coup. Ok, c'est sympa.
Pas de souci. Trop bien. Et j'ai déjà vu, moi, de mon côté, des identités visuelles que je trouvais belles. Mhm. Encore une fois, c'est hyper subjectif. Mais pour lesquelles j'étais pas sûr qu'elles vendaient bien. Est-ce Ouais. que, toi, il y a une différence, ton avis de plus professionnel que le mien sur le sujet, entre une Mhm. identité visuelle belle et qui vend, et si possible en avoir une qui fait les deux. Mais est-ce que ça existe? Euh, Alors, il y a des choses qui vendent pas, et je pense que le moment où ça vend pas, mais lâche mes écouteurs. Je suis vraiment désolée, auditeur. J'ai un petit chat trop mignon. Si vous pouviez le voir tout de suite, vous lui pardonneriez directement. Je crois Oh. que le moment où tu ne vends pas, c'est le moment où il y a un décalage de perception. Parce que à partir du moment où tu as une identité visuelle qui est une prolongation de qui tu es et de Oui. ce que tu veux dire, il n'y a pas de raison que tu vendes pas. Je pense que tu vends pas quand tu mets des bâtons dans les roues de ton lecteur, spectateur, visiteur de site. Donc qu'il y a des choses en termes d'ergonomie, d'usage, d'expérience qui sont mal conçues. Donc c'est quelque chose. Mais par contre, pour l'identité visuelle, pour moi, à part le décalage, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire que si j'arrive sur un site de luxe avec des prix qui sont affichés comme premium et que j'ai une identité visuelle qui est affichée comme bas de gamme, qui me projette dans une Hmm. expérience bas de gamme, alors oui, je vais pas acheter parce que je vais pas avoir confiance. Euh, Et pour le coup, quasiment tous mes clients sont des indépendants ou des toutes petites entreprises, des binômes ou quoi. Et donc en fait, ce travail qu'on fait sur l'identité visuelle vient vraiment s'appuyer sur leurs convictions propres, sur leurs valeurs, sur comment ils veulent faire leur métier. Et parfois même, et c'est incroyablement beau, en fait, en parallèle de ce travail d'identité visuelle, ils font aussi un travail de shooting photo avec une spécialiste en images de marque personnelle, tu vois, en image de Oui. style vestimentaire. Et ça arrive vraiment souvent que j'ai des clients qui fassent les deux en parallèle. Parce que c'est ça, en fait, finalement, c'est comment tu te présentes au monde. Donc à partir du moment où tu te présentes au monde d'une manière cohérente sur l'ensemble de ton espace d'interface avec le monde, il n'y a pas de raison que tu vendes pas. Ou alors c'est que ton produit est mauvais. Mais alors ça, Oui, ça c'est un autre c'est pas débat. mon métier. Enfin, un petit peu, C'est mais... plus ta partie là. Mhm. Et trop bien. J'aimerais bien que tu m'amènes un peu dans ta gestion de LinkedIn, qui, moi j'ai un avis particulier sur, enfin c'est quelque chose que je n'utilise pas. Mhm. Je, plus j'avance, je me dis que ça pourrait être intéressant, mais à titre personnel, j'aime pas du tout ce réseau social. Du coup, j'ai besoin que tu m'expliques comment toi, tu l'utilises au quotidien. Comment ça se passe chez quelqu'un qui arrive à en faire quelque chose. Mhm. Eh bien, je suis pas bien différente de la plupart des gens. J'alterne entre des phases de punaise LinkedIn, cringe as fuck, ça m'angoisse, On est et des d'accord. phases où, waouh, LinkedIn c'est vraiment un réseau très social. C'est-à-dire que c'est un des seuls réseaux où énormément de l'activité que tu as sur ton feed est générée par l'activité de ton réseau. Les petites queues de chat qui passent. Et donc, tu vois, des trucs de machin a commenté ceci, machin a liké cela, Hmm. sont vraiment remontés pas mal. Donc, énormément de ton activité en commentaire, par exemple, est très visible de ton audience. En ça, c'est un réseau social, c'est-à-dire que euh, ça peut être mal vécu, mais c'est vraiment un réseau de comment je me montre au monde, tu vois. C'est un peu comme si tu parlais sur la place publique et que tout le monde te voyait faire ce que tu dis à voix basse en commentaire, tout le monde le voit et Ouais. c'est affiché au-dessus de ta tronche. Moi, sur LinkedIn, j'ai vraiment rencontré un tas de gens incroyables et je trouve que on est beaucoup moins dans l'image, encore que ça change évidemment, mais on est beaucoup plus dans le partage business, d'expérience, d'expertise de pointe et ça m'amuse bien plus que sur Instagram. Après, Oui. tu vois, j'ai envie de dire, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Qu'est-ce qu'il faut faire sur LinkedIn pour que ça marche et que ce soit fun? Je dirais que la première chose, c'est de suivre les bonnes personnes et d'être acteur de la qualité de ton fil LinkedIn. Oui. Euh, En gros, si tu veux savoir mon astuce pour pas péter un boulard sur LinkedIn,
un boulon. Ah, mais complètement. Moi, Coupon. juste, j'allume le site et il y a rien qui va bien, quoi. C'est ça. Si t'as un fil qui est pas adapté, eh ben vraiment c'est nul. Enfin moi mon Instagram par exemple Ouais. c'est ça, tu vois. J'ouvre mon Instagram, je l'avais montré à une copine la dernière fois, elle était là genre oh vraiment mon Instagram il fait peur quoi, genre il est pas adapté à moi. Donc comment je fais pour pas exploser sur LinkedIn? J'ai 3 outils merveilleux. Je les donne. Mon premier outil merveilleux, c'est scheduled.so. Cet outil me permet de planifier tous mes posts LinkedIn depuis Notion. Ça fait aussi Génial, Instagram, ça. TikTok, YouTube et j'ai oublié le dernier, Facebook. Enfin, maintenant, vraiment, ils ont tout. Ouais. Donc, je suis dans Notion, je planifie mes posts, je les pense, je les programme. Je suis dans Notion, je n'ai pas besoin d'aller sur LinkedIn. Je n'ouvre pas LinkedIn. Donc, déjà, tu vois, genre, Oh, génial. tranquillité d'esprit. Deuxième chose, quand j'arrive sur LinkedIn, j'ai de base un outil qui s'appelle Newsfeed Eradicator. C'est-à-dire que quand j'arrive sur LinkedIn pour faire de la connexion avec d'autres gens, parler en MP, voir mes messages et tout, je n'ai pas de fil au milieu. Il est désactivé. Et je n'ai pas de Caché. notif non plus en haut. Tout est caché. Je peux aller sur LinkedIn juste pour faire ma prospection, parler avec des gens, écrire des messages privés et tout ça. Et le troisième outil qui me sauve la vie, et ça je l'ai mis en place vraiment il n'y a pas très longtemps, notamment avec les changements d'algo, tout le temps, en fait, au bout d'un moment, tu finis par perdre le fil de ce que tu aimes bien regarder dans ton fil d'actualité. C'est Oui. MyFeedIn. Celui-ci te permet de créer des listes, un peu façon TweetDeck. Ça te permet de créer des listes pour avoir des fils personnalisés. Donc, j'ai mon fil LinkedIn de mes collègues, j'ai mon fil LinkedIn de mes prospects, donc à qui je laisse des petits likes et des petits commentaires pour qu'ils me voient. Trop bien. J'ai mon fil LinkedIn de mes partenaires sur des trucs à qui je vais laisser des petits tags et tout. Et ça me permet de rester focus, tu vois, quand j'arrive sur mon... Après, il y a mon téléphone. Là, bon, c'est le bordel. J'ouvre LinkedIn en mode je scroll aux toilettes, enfin, comme tout le monde. Mais quand je suis sur l'ordinateur, c'est un petit peu carré, tu vois. Et c'est ça qui me permet, je pense, organisé. de... Ouais, c'est ça. En fait, à un moment donné, quand c'est ton taf, quand tu y passes du temps, si tu veux pas perdre ta santé mentale, il faut t'outiller, je crois. Et ouais. Et ces 3 outils sont très bien. Et il y en a pas pour... Enfin, je trouve qu'il n'y en a pas pour très cher pour la qualité que ça m'apporte pour faire mon travail quotidien sur LinkedIn. Mais c'est génial. Mais déjà, moi, tu m'as eu avec le côté où je peux programmer les posts depuis Notion, où je n'ai pas à aller me connecter à la bonne heure, parce que je suis à l'étranger en ce moment, donc il y a les histoires de Ah créneaux ouais. horaires de machin. Mais Et surtout, tu te connectes, tu postes un post là, et tu te retrouves happé par le fil d'actualité, à regarder autre chose, et tu finis à te dire déjà, je suis nul, mon business va mal, par rapport je fais pas 100 à cas tout. par mois. Exactement, je J'ai suis raté ma qu'une vie. merde. Et avoir tous les gens qui... Moi, ce que je supporte pas, c'est les commentaires de gens... Oh, félicitations, Paul, pour ce truc, pour ce machin. Mhm. Arrête, c'est... Ouais. Ah, ça, ce truc, Désactivez ça vos me... notifs, franchement, les gens. Enfin, moi ça Ah, fait c'est tellement horrible. 1000 ans que mes notifs, elles sont désactivées. Et en fait, j'y passe... Je crois que sur mes posts, j'y passe 3 fois, tu vois. Grand max, je Ouais. réponds à tout le monde. Et j'y retourne plus. Et je les désactive pour les posts au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me postent des commentaires sur des posts que j'ai fait il y a quelques semaines. C'est mort. Enfin, Ouais. j'y retourne plus parce que sinon Ah, c'est génial. Ouais, c'est pas bien de dire ça. Et Désolé les gens. ce sera notre secret. C'est Et, ça. et tu y passes combien de temps maintenant, que ce soit par jour ou par semaine? Oh. Oh. Ça compte le temps que je passe à scroller aux toilettes ou pas? Euh, Non, un temps productif. Si tu ne un devais temps faire productif. juste que la partie business. Même si scroller aux Alors, toilettes, en soi, tu t'imprègnes de l'ambiance. Donc d'un oui, côté, c'est c'est ça. utile, tu vois ce qui se fait. J'enregistre plein de posts que je ne relirai Ouais. plus. Je mets en gros 20 minutes max à écrire un post. Max. Ouais. Si c'est un post avec un petit visuel, allez, 30 minutes. Un carrousel, 1 heure. Donc, Ok. j'aimerais bien te dire que je suis ce genre de personne qui batch mes posts et que je me pose le lundi après-midi et que je fais tous mes posts de la semaine. C'est faux, je fais pas ça. Tous les jours, je les fais à 22h dans mon lit. En me disant « Ah, j'aurais bien aimé faire ce post demain, mais est-ce que j'ai vraiment encore le courage de faire ça ?» Je suis vraiment, vraiment la pire des mauvais élèves. Mais je le fais quand même depuis Notion. Tu vois, C'est déjà ça.
Et en vrai, c'est hyper cool parce que ça me permet, tu vois, comme tout est dans Notion et que ça rapatrie aussi tes stats, ben en fait, j'ai des vues filtrées qui me montrent genre mes posts qui ont les mieux performé des 6 derniers mois. Ça me permet de pouvoir avoir un peu de la lecture sur des Oui. posts que je peux recycler. Alors, vraiment, je ne sais pas comment je faisais sans ça avant. Enfin, clairement, je bidouille, hein, si t'as pas Oui, oui. ça. Oh, génial. Et tu postes combien de fois par semaine ou par jour? T'es en- C'est en par Dans les semaine que ça semaines se où compte. LinkedIn, ça me passionne, je poste 1 fois par jour à 2 fois par jour. Dans les semaines où LinkedIn me saoule, c'est pas bien, ça devrait pas moduler comme ça. Si je batchais un peu mon contenu, j'aurais pas à faire Oh, ça, mais des fois, je poste 1 ou 2 fois. Ça m'arrive de pas poster ok, pendant toute une semaine, voire ok. plus, hein, mais c'est pas bien parce que ça fait quand même partie de mon canal d'acquisition numéro 1, donc je suis pas censée ne plus publier, quoi. J'ai quand même une stratégie à mettre en place. Il faut de la thune. Ouais, ramenez-moi la tunasse. Bah non, mais tu vois, ça remplit. En fait, mon tunnel d'acquisition client, les clients que j'ai en prospect Oui, devant moi, identifiés dans mon petit espace Notion CRM, sont 100% dépendants de ce que je publie ou non sur les réseaux sociaux, LinkedIn, de ce que je publie ou non en newsletter, et de ce que je publie ou non dans mes petits mails que j'envoie à mes anciens clients. Si je ne fais ok. pas ça, c'est très simple, j'ai pas d'entrée. J'ai fait une dépression pendant... J'ai fait un burn-out, comment on peut appeler ça? C'était pas un burn-out travail, c'était un burn-out vie perso dans ma vie. Et Ouais, donc, j'ai dépression. pas... Ouais, je pense on peut dire dépression. Ouais. En fait, le médecin n'a pas mis de mots dessus, du coup, des fois, je me sens pas légitime. Mais oui, disons, j'ai fait une dépression. 10 ans dépression. Et j'ai pas publié du tout pendant un bon 3 mois, un peu plus. C'est-à-dire que je me concentrais quand j'étais productive sur délivrer pour mes clients, parce que c'était le plus important. Donc, j'ai pas activement publié. Je me suis basée sur ce que j'avais dans mon pipe, uniquement. Bah, ce pipe, il s'est vidé en 3 mois. C'est-à-dire que je suis revenue Ouais. en janvier, mon pipe était vide et j'ai dû le re-remplir. Et laisse tomber, quoi. Enfin... Alors, j'y suis allée agressivement et j'ai réussi à redresser très vite la barre, mais ça me montre bien à quel point mon acquisition et mon business aujourd'hui dépend de ce que je produis en contenu. Et c'est quelque chose qui est Ok. pas hyper sécurisant. Ah, tu m'étonnes. D'où Mm. le podcast. D'où le podcast, oui, parce que ça fait du récurrent, ça accumule et ça Mm. me permet de me placer sur d'autres sujets aussi, sur lesquels j'ai envie d'être visible, à savoir le coaching business des Trop indépendants. bien. Trop Je vais leur bien. apprendre à publier sur LinkedIn. Ah ben, je serai Non, ton c'est premier faux. élève. Oh, Je peux pas faire tant ça. pis. As-tu des questions Trop pour bien. moi, Paul, encore? Paul, oh là, je t'ai parlé comme Oui. si j'étais du Jura. Tu me parles comme tu veux. J'aimerais bien qu'on passe un peu plus dans tes coulisses d'organisation. Comment tu t'organises au quotidien ou à la semaine? Je sais pas trop comment tu fais tes plannings ou au mois. Mhm. Comment ça se passe? Oui, et t'as le droit de me dire, je m'organise pas, je fais au feeling toute la journée. Mais Alors, juste, toi, comment ça se passe? il y a un mix de je m'organise pas, je suis au flow toute la journée, et de cette journée est entièrement dédiée à un client. Parce que du coup, mon taf, c'est quoi actuellement? Si je répartis globalement, j'ai des journées 100% productives où de 9h30 à 17h30, je bosse activement et les pauses sont comptées comme si j'étais salariée. Enfin, vraiment, je m'investis à fond et je suis hyper productive pour un client. C'est mes journées Reine-Claude. Et ça, j'en Oui. ai 1 à 2 par semaine qui sont balisées. C'est tout le temps le mercredi et le jeudi. Ça me permet d'être Enfin, moi, ça me permet dans ma vie à moi que ça fonctionne. Et le reste du temps autour, c'est quoi? Ben, c'est de la création de contenu, ma newsletter, LinkedIn, le podcast. C'est des projets en partenariat, des offres de formation, ce genre de choses, des masterclass. Euh, c'est de la prospection, c'est de la gestion administrative. Et en gros, je bosse moins de 35 heures par semaine, en gros. Ouais. Parce que du coup je suis maman solo à 60% du temps, on va dire. Et Ok. donc en fait, tu vois, genre le début de semaine, je fais des 9h30, 16h.
Et la fin de semaine, je suis un peu plus flexible sur les horaires, mais globalement, j'essaie de ne pas travailler le soir, sauf si j'ai pas le choix. Ok. Et souvent, si je travaille le soir, c'est pour faire des trucs genre, hey, je vais faire un post LinkedIn pour demain. À Ou 22h dans le lit. ouais, à 22h dans mon lit. Ou alors, hey, j'ai envie de changer le mail sur cette automatisation que je devais changer depuis hyper longtemps, mais que je fais pas parce que c'est pas d'une urgence crasse, tu vois. Donc, c'est Ouais. plus, tiens, j'ai un peu d'énergie, mon cerveau. Ah oui, si je travaille le soir aussi, c'est parce que mon cerveau est actif le soir, très actif le soir. Je suis pas du matin. Ok. Le matin, faut pas me demander grand-chose. Hum, mais j'ai des enfants. Donc en fait, ma vie fait que à 21h30, je m'endors avec les enfants, en gros, tu vois. Enfin, Hmm. où je m'effondre. Par contre, les soirs où j'ai pas mes enfants, il y a une partie de moi qui est en mode genre, hey, c'était cool de bosser le soir. Tu te rappelles quand t'avais une vie où tu bossais le soir et que t'étais genre hyper créative. Donc j'ai un peu ce double agenda. Ok. Je pense que je t'ai Non, mais donné c'est plein bien. d'infos. C'était en vrac. Ouais. Et comment t'arrives à trouver des moments un peu off pour recharger la partie créative? C'est pas... Euh, Ça m'épate que tu euh, arrives à te dire, moi je me mets devant l'ordi en une matinée, je te trouve 3 axes pour ton identité visuelle. Ça veut J'ai pas dire le qu'il y a choix. quand même des moments où t'as pas le choix, il faut bien C'est parce sortir que quelque j'ai pas le chose. choix, en fait, tu vois. Donc, et puis on est deux. Ouais. On est deux, donc en fait, on s'aide quand il y en a une qui est moins efficace un jour. C'est très fluide, tu vois. C'est-à-dire qu'on bosse à deux sur le même document et puis on se montre les trucs. Ah ouais, tu pars dans cette direction. Je pense que la deuxième, ça devrait être cette direction-là. Ah, pas mal. Tiens, j'ai trouvé ça. Ça pourrait aller dans ta piste. Enfin, tu vois, on co-construit un peu ce truc. Et en fait, maintenant que j'en ai parlé, parlons-en. J'ai pris cette personne avec moi. Oui. Donc elle est associée avec moi sur l'offre et pas sur ma boîte, mais sur l'offre. On a un contrat de collaboration et tout. Quand j'ai fait ma dépression, c'est-à-dire que j'étais incapable de me dire aujourd'hui je dois être productive. Parce que la veille, Ok. tu vois, j'avais passé la journée assise derrière la porte à attendre l'heure de l'école. Donc en fait, je pouvais pas me dire que demain j'allais être productive, je savais pas. Donc cette personne-là venait et c'était genre ma roue de secours. Elle venait et si moi j'étais zéro productive, c'était pas grave parce qu'elle l'était. Ça m'a permis de reprendre tranquillement et depuis on a trouvé vraiment une grosse pertinence pour les clients, c'est-à-dire qu'on est clairement plus efficace à deux, on va beaucoup plus vite, beaucoup Oui. plus loin que juste deux personnes côte à côte. Donc, Ok. comment je me recharge? En ne mettant pas de charge créative le reste du temps, en fait. Tu vois, Ok. je dois être créative que 2 jours par semaine. Le reste du temps, au pire, c'est pas grave. Donc c'est Ok. comme ça que ça fonctionne pour moi. Ça marche. Trop bien. Mhm. Et on n'a pas parlé, je crois, du prix. Combien coûte une prestation? Je ne sais pas si c'est toujours les mêmes tarifs ou Toujours si les ça mêmes dépend tarifs. du client. Ouais. Et Ça t'es à dépend de l'aise ta de parler de tête. combien ça coûte? Ouais, de fou. En fait, moi, je suis un, tu vois, open source comme tout à l'heure, je donne énormément de choses. D'ailleurs, la dernière formation que j'ai donnée, formation en ligne, c'est toutes les coulisses de mon business, de la manière dont je gère ces 2 journées VIP. Euh, donc, les 2 journées avec 2 designers, 100% dédiés à toi, avec la méthodo et tous les livrables et les allers-retours pendant 30 jours, c'est 3 800 €. Ce qui, ma foi, Ok. n'est pas si cher. C'est mon avis Franchement, maintenant, ouais. mais je pense que je suis un peu biaisée. T'es peut-être biaisé, mais après, il y a quand même du boulot derrière, il y a de l'expérience. Ça me choque Ah pas. ouais, ouais, non mais attends, ça fait... en fait, c'est parce qu'il faut pas le compter en TJM, tu vois. Si tu comptes en taux journalier moyen, Hmm. évidemment que si tu fais 3 800 divisé par 4, c'est pas hyper... Enfin, ça fait 900 Ça euros fait quelque cher la chose. journée. Ça fait cher la journée, ça fait de la journée de consultant senior, en fait. Hmm. C'est ce qu'on vend quand on est dans des boîtes de consulting. Sauf que la réalité, c'est qu'il y a du travail en amont, il y a du travail derrière. Hmm. On a un suivi WhatsApp, enfin, tu vois, Ben on est ouais. attentive à ce que tout se passe bien. Et ensuite, voilà, du coup, c'est 3 800 € les 2 jours. Et ensuite, derrière, les gens peuvent racheter. Une fois qu'ils sont passés dans ce pipe, ils peuvent racheter autant de journées qu'ils veulent. Et on a les clients qui, je dirais, on a un client sur 4 qui rachète des journées derrière pour venir Ok. pouvoir reconstruire des trucs ensemble. Trop bien. Et à l'année, t'arrives à générer un chiffre d'affaires de combien à peu près?
Alors là, tu me poses une colle parce que je suis pas. Ça fait un bout de temps que j'ai pas ouvert mes tableaux financiers pour le coup, et que c'est écrit sur ma to-do depuis environ 4 semaines que je dois le faire parce que je suis dans une phase où justement je suis un peu trop dans le flou, tu vois, je ne vois pas bien ce qui arrive, et que comme j'ai cet associé, c'est venu modifier pas mal de choses parce que il y a une part de pourcentage de charge que je n'avais pas avant, une vraie part de Exactement. charge, tu vois. Ce qui n'arrive pas quand tu es indépendante. Tes charges, c'est bah, Le un peu de logiciel. compta, un peu de logiciel. Enfin, clairement, c'est pas un pourcentage démesuré. Là, mon associé, c'est 35% sur l'ensemble des ventes. Donc, en fait, ça vient complètement modifier ma logique de CA. Mais seul, Et je ouais. peux te dire ça, seul, je le connais. Seul, j'étais à 80 de CA. Ok. Voilà. Les dernières années, Ce qui est très confortable. j'ai oscillé entre 40 et 80 en fonction de si j'étais enceinte ou pas. Ce qui est clairement vrai. Voilà. Oh, Euh, génial. donc je pense que cette année, on va atteindre peut-être 110, je sais pas, tu vois, avec cette marge. Ok. Je sais plus trop. Faudrait que j'aille voir. Tu verras. Ça fait partie de la to-do. Ouais, ça fait partie de la to-do. Mon comptable m'a envoyé un petit message pour me dire hey, on ferait pas un bilan de situation. Pas mal, ouais. Ça peut être pas mal. Non, Ça peut être laisse-moi pas tranquille, monsieur. mal. Euh, J'aimerais bien qu'on termine cet entretien avec 5 questions rapides, généralement. C'est des questions, c'est pas le but de te piéger, c'est juste que tu y répondes par oui, non, ou enfin un truc rapide, quoi. C'est pas, le but, c'est pas de s'éterniser, quoi. Euh, Es-tu prête? Non. Oui. Eh ben, tant pis pour toi. La première, c'est ta pire idée business et ce qu'elle t'a appris. Non. Je sais pas. Je Ma passe, pire idée Joker. business. Non, 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 t'inquiète, t'inquiète, je vais trouver. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Genre, voilà, j'ai lancé une formation sur l'IA l'année dernière. Non, non. Avant mon congé mat, c'est ça. J'ai lancé une formation sur l'IA, sur comment utiliser l'IA pour produire des visuels qui vont venir renforcer ton image de marque. Le problème, super idée business, pourquoi j'ai rentré pas mal d'argent, ça m'a permis de pouvoir financer mon congé maternité sereinement. Cool. Mauvaise idée business, de faire une formation sur quelque chose qui est tellement volatile. Parce que du coup, Ouais. ma formation actuellement, elle est à 90% obsolète. Ce qui est une très mauvaise idée business. Ok. Ce qu'on ne dit jamais assez sur la vie de freelance. Ah, que tu dois être acteur de ta vie sociale. C'est que Comment ça, hein? Tu dois activement te construire une vie sociale. Parce que freelance veut vite dire seul si t'es pas attentif au fait de pas être seul. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ça résonne beaucoup parce que je suis en plein dedans. Enfin, Eh ben, il faut que tu sois Euh, acteur, Paul. Sois acteur faut de que je ta vie sois sociale. acteur. J'ai compris Par maintenant. exemple, en faisant des podcasts. Exact. Mais c'était Tu une vois? des raisons pour lesquelles j'ai fait ça. Je rencontre du monde. D'autres? Oui. Troisième question. Un truc que tu fais à contre-courant et que tu ne changerais pour rien au monde. Ça, là, ce que j'ai raconté, là. Mais en vrai, je mets en colère des designers, tu vois. Le fait de dire les sessions de droit, les machins, stop. On n'a pas besoin de 6 mois pour faire un truc stratégiquement pertinent et graphiquement valable pour un indépendant. On n'a pas besoin de... Enfin, tu vois. Ça, Mm. clairement, c'est clairement un contre-courant et ça plaît pas beaucoup. Et aussi, Les autres, ils doivent pas aimer. moi, je fais tout dans Canva. Enfin, l'argument de oui, t'es pas un vrai graphiste si tu travailles dans Canva. Enfin, tu vois, moi, je fais 95% de mon taf, il est fait dans Canva. Parce que si je n'utilise pas les outils de mes clients, comment est-ce que je peux leur produire des trucs qui sont pertinents et qui vont être utilisables et faisables dans leurs propres outils? Je dois les connaître par cœur. C'est vrai. C'est vrai. J'utilise aussi les vrais outils de designer, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas une Tu es fraude. quand même une vraie. Tu es pas une fraude, c'est bon. Ouais, c'est ça, mon savoir, c'est de réussir à utiliser mes outils dans les outils des clients, enfin trouver vraiment les meilleurs passages, quoi. Ok. Quatrième question. La chose la plus surcotée dans l'entrepreneuriat web. Enfin, dans ta vie de freelance, quoi. C'est pas du tout des questions oui ou non, Paul, tu m'as clairement rendu du rêve. C'est ce que je me suis dit en les posant. En fait, des fois c'est oui, des fois c'est non. Mais vu que je les ai écrites hier, je me souviens plus si c'était des oui ou des non. Non. Alors, le truc le plus surcoté,
Oh, bah écoute, je crois que vraiment le truc le plus surcoté, c'est les gens qui vendent des formations pour faire des choses qu'en fait ils ne savent pas faire et qu'en fait ils n'ont fait que parce que ils vendent des formations. Est-ce que... Non, je suis pas très claire. Tu sais, les gens qui vendent des formations Alors pour moi j'ai atteindre parfaitement un tel compris. palier euro, genre oui, gagne 100 000 euros par an. Et en fait, eux, ils n'ont jamais fait les 100 000 euros par an en étant dans le service, par exemple. Ils les ont fait en vendant des formations pour apprendre à faire 100 000 euros par an. Donc, Ouais. pour moi, ça, c'est clairement le truc le plus surcoté du monde. De l'entrepreneuriat Oui. français. Oui, oui, oui. Et enfin, la dernière, qui n'est toujours pas un oui ou non. Clairement en train de me foutre de ta gueule. Oh, Non, mais t'inquiète, je prépare comme ça, moi aussi. parfait. On fait comme on peut. Ce que tu veux que tes enfants retiennent de ton parcours quand ils seront un peu plus grands. C'est hyper chou. T'as vu? Alors, j'ai pas envie que mes enfants se disent maman n'était jamais là ou maman était tout le temps stressée. Ok. J'ai envie qu'ils se disent maman était inventive et elle a toujours ramené ce dont on avait besoin à la maison. Voilà. C'est trop mignon. Oui, oh là là. C'est ta dernière question là, genre vraiment tu vas nous laisser sur cette émotion là. Oh, eh ben, presque. Est-ce que tu veux aborder un sujet que j'ai zappé dans ma super préparation? Bon écoute, non ça va, moi ça m'a l'air bien. Hein. Mais lance-toi des fleurs Paul, voyons, c'était très bien comme épisode. Voilà, envoyons des fleurs. Boule Envoyez-moi des fleurs. Envoyons des bisous. Il est parti, Boule. Il est parti. Oh. Il est parti. Ah. Si vous voulez voir Bon. Boule, venez en live sur mes lives. Vous verrez Boule. Ah ben, et ben justement, où est-ce qu'on peut te retrouver? Très bonne question. Sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Manon Verbeek, Verbeke, c'est flamand. Je suis sur LinkedIn. Il y a ma newsletter que vous retrouverez en lien sur mon LinkedIn. Il y a mon Instagram que vous ne retrouverez pas en lien sur mon LinkedIn. Mais en vrai, sur Instagram, je suis pas très très active. Non, mais en vrai, rejoignez-moi sur ma newsletter et chopez-moi les lives quand j'arrive en live sur LinkedIn. Ça, c'est rigolo. Voilà. Ok. Ben, tu me repasseras tous les liens si tu veux et je les mettrai comme ça dans la description. Comme ça, les gens, s'ils sont flemmards, ils ont qu'à cliquer et on les perd pas trop. Oh, et tu sais quoi? Je l'ai jamais dit, je crois. J'ai une playlist podcast Spotify. Vous tapez mon nom dans Spotify et vous allez tomber sur une playlist où il y a tous les podcasts dans lesquels je suis passée. C'est hyper égocentrique. Trop bien, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Tu peux. C'est trop pratique. C'est hyper pratique parce que du coup les gens ils peuvent genre se dire hey, je vais écouter d'autres trucs sur Manon. Hop là. Elle est trop sympa. Elle est trop cool. Dis donc. Trop bien. Je vais retrouver cette playlist. Oh, merci beaucoup. J'adore. Paul. À bientôt Manon. À bientôt Paul.